Le jeu vidéo est un produit culturel. En tant que tel, il peut transmettre un narratif, des idées, des représentations du monde qui peuvent être aussi bien conservatrices que contestataires. Justement, la culture et l'influence culturelle peuvent être analysées sous l'angle du soft power. La théorie de la puissance douce, pensée par le professeur Joseph Nye dans les années 90 et 2000, consiste en effet en l'expression de la puissance des États par autre chose que les armes et l'économie. C'est à ce titre que la culture peut être instrumentalisée dans les jeux de puissance. Traditionnellement, on prend souvent comme exemple de cette influence les produits américains, propageant l'American Way of Life, le Coca, le McDo, les super-héros, les films d'Hollywood, la démocratie et le capitalisme. Mais le soft power n'est pas seulement l'apanage de la première puissance mondiale. Pire, la tension autour de l'influence culturelle semble grandissante ces dernières années. En 2022, des entreprises du secteur vidéoludique coupent les ponts avec la Russie, qui envahit l'Ukraine. Et récemment, en 2025, Washington classe Tencent, une entreprise technologique chinoise, dans une liste réservée aux entreprises qui collaborent avec l'armée chinoise. Or, Tencent est tout de même le premier acteur chinois du jeu vidéo et une des plus grandes entreprises mondiales du jeu vidéo. Comment le jeu vidéo se retrouve-t-il ainsi accolé aux dynamiques de soft power et d'influence culturelle? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode d'En Bref, l'émission qui résume le jeu vidéo. En 1982, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, définit la culture dans la Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Ce serait ainsi l'ensemble des traits distinctifs qui caractérisent une société ou un groupe social, incluant les arts, les lettres, les modes de vie, les systèmes de valeurs, les traditions ou encore les croyances. Évidemment, une culture peut être à plusieurs échelles. La culture basque locale, la culture française nationale ou encore la culture jeux vidéo internationale. Mais ces cultures peuvent se représenter à différentes échelles d'influence. Cette culture va devenir sous la plume de Joseph Nye un instrument de puissance. On peut résumer la question de la puissance à la capacité d'un État à peser sur la scène internationale relativement à d'autres États en orientant les relations internationales à son profit grâce à des instruments de puissance. Justement, au moment où l'URSS est en déclin à la fin des années 80, les États-Unis se posent la question de leur avenir international face à l'émergence de nouveaux compétiteurs économiques, comme le Japon et l'Allemagne. Joseph Nye mentionne le terme de soft power dans un ouvrage de 1990 sur la nature changeante de la puissance américaine. Ce concept, qu'il a fait vivre et muter dans les années 2000, consiste à dire que l'expression de la puissance d'un État n'est pas nécessairement bornée par les armes et l'économie, le hard power, mais peut aussi se matérialiser par des facteurs d'attraction non violents, le soft power. Au sein de ce soft power, on retrouve ainsi la culture. L'influence culturelle peut ainsi être définie comme la promotion d'une culture, c'est-à-dire d'un système de valeurs, de traditions, de modes de vie. Quand elle est utilisée par une puissance nationale, cette influence vise à faire adhérer au modèle culturel national d'autres groupes sociaux, principalement des États, ce qui facilite l'expression de la puissance de l'État d'origine par la création de normes et de représentations communes. C'est la promotion de l'American Way of Life. On boit du Coca, on mange du McDo, on regarde des séries qui se passent à New York, on regarde des super-héros américains se battant pour la démocratie, on joue à des jeux sur la Seconde Guerre mondiale par les yeux des Américains, et derrière, il semble cohérent de se représenter les Américains avec leur système de valeurs et leur statut de grande puissance. La puissance américaine, première du monde, s'exporte ainsi aussi bien par les armes que la culture, d'autant plus que les vecteurs de diffusion de cette culture par le monde numérique sont américains. Les réseaux sociaux comme Facebook, les moteurs de recherche comme Google, les OS comme Android et Windows, le e-commerce façon Amazon. On utilise dans notre vie de tous les jours des produits conçus par les Américains des GAFAM que sont Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft. Cela ne veut pas dire que les Américains sont les seuls à faire de l'influence culturelle. L'art de vivre à la française et le réseau de la francophonie, les mangas et jeux vidéo japonais, la K-pop sud-coréenne sont autant des moyens d'influence culturelle. Par ailleurs, ces questions d'influence ne nous rendent évidemment pas coupables de consommer des produits culturels d'autres pays. C'est juste que sous l'angle des relations internationales, les produits culturels servent aussi l'influence. Il vaut mieux l'avoir en tête pour consommer avec conscience. Les jeux vidéo ne sont pas étrangers à la culture, ils en émanent. Ils construisent une esthétique sur la base d'une culture préexistante, plus ou moins assumée dans la conception. Mass Effect a beau être dans l'espace avec des races extraterrestres et des vaisseaux, on y parle tout de même de racisme, de corruption, de régime politique.
C'est bien évidemment un peu plus ténu quand on regarde des formes géométriques d'un Tetris, même si on pourrait considérer qu'une musique d'accompagnement tirée d'une musique russe comme pour la version GBA peut servir de promotion culturelle. En ce sens, lorsque d'aucuns résument en disant que le jeu vidéo est d'ailleurs plus globalement l'art et politique, cela ne signifie rien de plus que le fait que le jeu vidéo puisse véhiculer des messages, dont certains sont liés à une vision du monde. L'exemple canonique réside dans les shooters. Call of Duty met en scène principalement des Américains, souvent en lutte face aux Allemands et aux Russes pour les versions Modern Warfare. D'ailleurs, certains Call of Duty sont interdits en Russie. Le scénario de Modern Warfare de 2019 a beau se tenir dans un pays fictif, les autorités russes y ont vu une vision de leur intervention en Syrie. On peut aussi avoir tout simplement des commandes d'État. L'armée américaine a ainsi ses différentes versions d'America's Army, un FPS destiné à faire s'engager les joueurs en vantant l'organisation militaire américaine. Mais ce message peut aussi être contestataire. Si la plupart des jeux de guerre ont une forme esthétisée de la violence, Spec Ops The Line en 2012 rajoute à cela un prisme réaliste parlant des massacres de civils et du stress post-traumatique, posant des questions plus profondes pour les joueurs sur les conflits armés. Au-delà des shooters, certains genres sont même culturellement ancrés. Les gachas sont principalement asiatiques, les jeux de rôle japonais privilégient l'esthétique animée, les jeux de rôle d'Europe de l'Est à bonnes idées mais avec des problèmes techniques récurrents sont qualifiés d'Eurojunk. Au-delà donc des analyses wokistes et non-wokistes dont nous avons déjà parlé, la question de la politique dans le jeu vidéo est bien plus complexe qu'une histoire de pronoms ou d'orientation sexuelle. Mais alors revenons à Tencent, cette entreprise chinoise qualifiée d'entreprise militaire par Washington. Tencent n'est pas qu'une entreprise de jeux vidéo, c'est surtout une entreprise technologique chinoise créée en 1998 qui a acquis au fil des années des participations dans de nombreux studios de jeux vidéo, dont Riot Games, Epic Games, Larian Studio et même From Software, qui s'occupe du réseau social WeChat, comptant plus d'1 milliard d'utilisateurs, et qui fait partie des entreprises chinoises spécialisées dans l'intelligence artificielle. Elle fait d'ailleurs partie des BATX, incluant Baidu, spécialisé dans Internet, Alibaba, le e-commerce, et Xiaomi dans la téléphonie mobile, avec ces 4 entreprises visant à contester la prééminence technologique des GAFAM américaines. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle certains des produits des GAFAM sont interdits de résidence en Chine. La Chine a ainsi une grande tradition de bloquer son marché, par exemple dans les années 2000 sur les consoles et jeux vidéo occidentaux. Néanmoins, la diplomatie culturelle est aujourd'hui largement promue, et la culture chinoise s'exporte désormais via des applications très répandues. Les jeux vidéo du MiHoYoverse à la Genshin Impact jusqu'à Black Myth Wukong, les réseaux sociaux comme TikTok, ou les sites de vente en ligne comme Temu. Dans un contexte d'opposition frontale de puissance entre les États-Unis et la Chine, la culture est donc aussi un élément à prendre en compte. En considérant l'influence qu'ont les organes gouvernementaux chinois sur les entreprises chinoises, en voyant que les États-Unis bloquent leur marché à des entités comme Huawei, ou qu'ils ont même déjà classé puis déclassé le premier téléphoniste mobile chinois Xiaomi en 2021, il n'est pas si étrange que ce soit le tour de Tencent, placé en ce début d'année sur la liste des communistes Chinese Military Companies. Il est probable que ce classement ne perdure pas à l'issue de batailles juridiques, mais cela peut être interprété comme un avertissement pour Tencent et les entreprises chinoises du jeu vidéo, et même pour les développeurs et studios détenus par ces entreprises, comme les américains Epic Games et leur Fortnite, ou Riot Games et leur League of Legends. Le jeu vidéo en tant que produit culturel peut aussi être un vecteur d'influence culturelle de soft power. Il engage dans son esthétique une représentation de valeurs venant de différents horizons, peut être conservateur ou contestataire, et est donc in fine éminemment politique. Est-ce à dire qu'il faut résumer le jeu vidéo à une œuvre politique instrumentalisée par les États? Évidemment que non. Le jeu vidéo est avant tout un produit culturel à consommer. La majorité des développeurs ont d'autres idées en tête que celle de promouvoir nécessairement une influence culturelle, et le développement du jeu vidéo et de sa culture dépasse les enjeux purement politiques et internationaux. N'empêche qu'il serait incorrect de dire que le jeu vidéo ne peut pas être instrumentalisé et servir à l'influence culturelle. Le monde contemporain, qui semble plus belligène que par le passé, pourrait participer à une instrumentalisation plus massive du jeu vidéo dans un futur proche. A ce titre, la vraie guerre culturelle qui risque de se jouer dans le monde du jeu vidéo, c'est celle entre États, particulièrement entre les États-Unis et la Chine. Une telle guerre culturelle serait parfaitement dommageable pour le média, bien plus que la pseudo-guerre culturelle entre progressisme et conservatisme.